Bien, bonjour à tous, on va commencer la séance. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la séquence de Hubble et surtout à quel moment elle est née, c'est-à-dire on a vu qu'avec le télescope James Webb, on voit des galaxies spirales bien plus loin que prévu avec le Hubble Space Telescope. Donc la séquence de Hubble va peut-être démarrer plus tôt. Donc on va s'intéresser à la date de naissance. Alors déjà, pourquoi classifier les galaxies? Alors cette classification de galaxies, elle est historique. C'est Hubble. On a d'abord découvert qu'il y avait des galaxies extérieures en 1925, donc c'est quand même moins d'un siècle, grâce aux céphéides découvertes par Henrietta Leavitt. Hubble a découvert en 1925 des céphéides d'Andromède, donc qui étaient à 2 millions d'années-lumière. Et puis la première classification qu'il a faite date de 1936. Donc c'est vraiment historique. Il classifie des galaxies qu'il pense très régulières, donc les premières, il les appelle précoces, early en anglais. Il pensait qu'au début on commençait très régulier et ensuite on complexifiait, donc on l'appelait late type, c'est-à-dire tardif. Donc vous voyez qu'il y a des elliptiques ici qui sont classifiées en fait par leur forme. Si elles sont complètement rondes, l'ellipticité nulle c'est E0 et puis l'ellipticité maximum c'est 0,7. On multiplie par 10 ici. Et 0,7, c'est l'ellipticité maximum de visibilité en projection de l'elliptique. Et puis, il a classé en deux branches, donc on appelle ça le diapason, où il y a des spirales et puis des spirales barrées. Et puis au milieu, il y a les lenticulaires. On va voir pourquoi les lenticulaires sont là. En fait, elles n'ont pas de formation d'étoiles. Elles sont comme les elliptiques, très régulières, très rouges, alors que tout le reste a du gaz et forme des étoiles. Donc pourquoi est-ce très important de les classifier? C'est la première étape pour comprendre comment les galaxies évoluent. Et on va voir que finalement elles évoluent de la droite vers la gauche, donc c'est ce qui est précoce et tardif et précoce. Mais enfin, on garde quand même cette dénomination de précoce pour la gauche. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les évolutions de cette classification historique et puis ce qu'on fait aujourd'hui lorsqu'on a des centaines de milliers et des millions de galaxies. On a des processus automatiques pour classifier les galaxies. On va aussi s'intéresser à quel domaine de masse s'applique cette classification. En fait, pour des galaxies massives, on va voir que les naines n'ont pas tout à fait les mêmes morphologies, les mêmes classifications. Et on va voir que le JWST nous a apporté une révolution dans la classification de ces galaxies, car on voit cette séquence très tôt dans l'univers. Et on verra ensuite comment on peut expliquer la dynamique et la formation de ces spirales dans des simulations cosmologiques à très grand redshift et comment on peut, par fusion de spirales, former des elliptiques. Donc déjà, quelles sont les différentes classifications qui ont été proposées? Donc celle qui est historique, qui est celle-ci, donc que j'ai déjà un petit peu décrite, qu'on appelle donc tuning fork en anglais et diapason en français. Et puis il y en a d'autres. Par exemple ici, il s'agissait de mettre l'accent sur ces lenticulaires qui finalement, il y en a, ces lenticulaires, c'est des galaxies à disque, mais avec un gros bulbe. Ce que vous voyez, c'est que de gauche à droite, ce qui évolue, c'est la proportion du bulbe central de la galaxie spirale. Ici, il y a un gros bulbe et puis il n'y a plus de bulbe du tout. Et les elliptiques sont d'un bulbe complètement. Et les rouges, la couleur rouge, c'est celle des vieilles étoiles. Lorsqu'il y a des jeunes étoiles qui rayonnent, qui sont très chaudes, qui rayonnent dans le bleu, on les classifie donc par bleu. En effet, on va voir que cette couleur est très importante. Et ces jeunes étoiles durent à peu près, les étoiles OB durent 10 millions d'années, donc très vite, si on n'a pas de gaz pour reformer des étoiles, on va devenir rouge comme les lenticulaires qui n'ont plus de gaz. Donc cette classification aussi, qui en était une autre, proposait de ramener les galaxies barrées ou non barrées dans la même branche, et plutôt les lenticulaires, donc celles qui n'ont pas de formation d'étoiles, en petit a, petit b, petit c, etc. ABC, c'est la proportion de bulbes qu'il y a dans une spirale. Donc ça, c'est une possibilité. Puis les irrégulières sont au bout. Les irrégulières, en général, sont des naines qui n'ont pas assez de masse pour former un disque bien plat et donc des spirales dans le disque. On va voir pourquoi on a besoin d'une certaine masse minimum pour former ces spirales. Et puis, il y en avait d'autres, par exemple Sidney Vandenberg, qui est canadien, qui avait vu que dans les amas de galaxies, par exemple, vous avez entre les types précoces
elliptiques et lenticulaires qui n'ont pas de nouvelles étoiles, donc ils sont complètement rouges, très lisses, sans beaucoup de détails, et les spirales qui ont beaucoup de gaz forment des étoiles, il y a une classe intermédiaire qu'on appelait anémique. Ça veut dire qu'on avait un contraste de bras interbras très faible, il y a beaucoup moins de gaz, en fait c'est en quelque sorte un intermédiaire entre les galaxies passives qui ne forment pas d'étoiles, qui sont complètement éteintes, et puis les spirales qui sont toujours vivantes, qui forment des étoiles jeunes. Donc ces anémiques, on les trouve justement dans les amas. Pourquoi? Parce qu'on pense que les galaxies spirales qui rentrent dans les amas perdent leur gaz par pression dynamique sur le fond de gaz très chaud qui émet en rayons X, et donc on a progressivement une perte de gaz et une perte de couleur et de contraste. Il y a aussi d'autres classifications qui s'intéressent justement aux naines et qui essaient de tracer une classification parallèle à celle des géantes. Ici on a une masse, donc on a les géantes, elliptiques, lenticulaires et spirales, et puis tout ce qu'il y ait au-dessous. On peut distinguer aussi des rouges et des bleus, c'est-à-dire des galaxies naines qui ne forment plus du tout d'étoiles. Alors, il y a des galaxies naines qui sont compactes, d'autres ultra compactes, d'autres qui sont plus irrégulières selon leur masse, et d'autres qui sont, là c'est les blue compact dwarfs, c'est des naines qui sont compactes et qui forment beaucoup d'étoiles, et puis d'autres un peu plus irrégulières, plus diffuses, qui forment des étoiles. Donc il y a aussi le parallèle entre les galaxies massives et naines. Et ces classifications permettaient de proposer des chemins d'évolution. Certaines galaxies, après avoir formé d'étoiles, se trouvaient avoir épuisé tout leur gaz et rejoindre la classe des naines rouges, en quelque sorte. Et puis un autre élément qui arrive dans cette classification, c'est la cinématique. Une fois qu'on commence à avoir des spectres, donc avoir la vitesse par effet Doppler du gaz des étoiles, et notamment pour les galaxies early type, précoces, donc on appelle early type galaxies, ou ETG, qui, par exemple, pour cette étude qui est un grand survey de galaxies de ce type-là, c'est-à-dire très rouge, qui est surtout fait de vieilles étoiles, alors on s'est aperçu dans les années 1980 que les elliptiques ne tournaient que très peu, ou ne tournaient pas du tout. C'est-à-dire, au début, on pensait que ces elliptiques étaient aplatis par rotation, un peu comme les spirales. Les spirales ont beaucoup de gaz, et c'est la rotation qui aplatit le gaz, qui rentre en collision, et finalement tout s'aplatit dans la direction perpendiculaire au moment angulaire général de l'ensemble. Donc, si on a du gaz, on sent bien qu'on va s'aplatir dans un disque. Par contre, les spirales, on a vu qu'elles étaient soit rondes, soit plus ou moins aplaties. Et on pensait que c'était la rotation qui aplatissait, mais pas du tout. On s'est aperçu que ces galaxies ne tournaient pas. Alors c'est plus difficile de s'en apercevoir. Pourquoi? Parce que ce sont justement que des vieilles étoiles, et le spectre des étoiles est dominé par finalement l'atmosphère de l'étoile, qui a un spectre assez large, l'effet Doppler de l'atmosphère, qui a à peu près la même largeur de vitesse qu'une galaxie, c'est-à-dire 200 km par seconde. Donc on confusait, en fait il y avait une confusion entre ces deux. Il faut faire un template, c'est-à-dire un patron, pour bien regarder quelle est la vitesse de rotation des étoiles. Et en fait, on s'aperçoit qu'elles tournent très peu. Alors pourquoi elles sont aplaties? Simplement parce qu'elles sont dues à des fusions de spirales. Lorsque les spirales arrivent dans une direction, la dispersion de vitesse est très grande dans cette direction-là. Dans l'autre, elle est beaucoup moins grande. Donc il y a une dispersion anisotrope des vitesses. Et donc la galaxie est plus allongée dans cette direction où la dispersion de vitesse est grande, et dans l'autre direction, elle est plus petite. Et pourquoi elle reste anisotrope? C'est que les étoiles ne rentrent jamais en collision, donc ne peuvent pas s'échanger l'énergie. Alors que pour le gaz, la dispersion de vitesse est plus isotrope en quelque sorte, vu qu'il y a une pression et des collisions de nuages de gaz. Donc ici, ce que vous avez, c'est une succession, donc une classification de galaxies précoces, elliptiques, lenticulaires, et puis une correspondance avec les spirales. Et ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'elles tournent, et plus elles tournent, plus elles seront dans la classification spirale. Alors, pour une spirale, il est très facile de déprojeter. Une spirale, comme vous voyez, lorsqu'on la voit par la tranche, c'est un disque mince. Donc, il suffit de regarder la forme aplatie pour déprojeter et dire que le rapport de petit axe et le grand axe, c'est le cosinus de l'angle dans lequel il faut le déprojeter, et vous avez ensuite la vitesse de rotation.
Pour une elliptique, on ne sait pas la projeter, la déprojeter, puisqu'on ne sait pas si elle a un axe, un grand axe, un petit axe, un triaxe ou un ellipsoïde de révolution. Il est très difficile de la déprojeter. Donc ce qu'on essaie de voir pour la cinématique, c'est statistique. Donc ici, vous avez un paramètre lambda qui mesure le degré de rotation, c'est-à-dire la vitesse ordonnée de rotation autour d'un axe. Et puis, on va le normaliser à l'énergie cinétique totale, c'est-à-dire la vitesse de rotation plus la dispersion sigma. Donc tout ça, c'est en gros la vitesse qui correspond à l'énergie cinétique totale. Donc c'est le degré de rotation. Donc vous voyez que lambda égale 0 si elle ne tourne pas. Et puis en fonction de l'ellipticité apparente. Évidemment, si la galaxie tourne mais qu'elle est ronde parce qu'elle est vue de face, vous allez avoir de toute façon lambda égale 0, même si c'est il y a un petit disque en rotation. Alors, chaque point que vous voyez ici, c'est une galaxie. On a pu détecter justement en fonction de l'ellipticité des rotateurs à peu près isotropes, comme les galaxies spirales. Donc, en général, on a, même dans ces systèmes qui sont précoces, on peut avoir des disques en plus de bulbes. Donc, on a un petit peu une rotation un peu comme une spirale. Et puis, en dessous de cette ligne en vert, ici, on a des galaxies qui ne tournent pas du tout. Donc en rouge, c'est qu'elles ne tournent vraiment pas. Et puis ensuite, on peut distinguer des rotateurs faibles ou pas de rotateurs du tout. Et puis, il y a aussi des cœurs qui sont cinématiquement découplés, c'est-à-dire que toutes ces galaxies elliptiques, en général, ce sont des fusions de systèmes différents et qui ont pu avoir un moment angulaire différent. Donc, ils tournent dans un sens alors que le reste de la galaxie tourne dans l'autre. C'est ce qu'on appelle le découplé que vous voyez ici. Donc ça, on a identifié ces rotateurs rapides, les rotateurs lents, dans les galaxies précoces. Donc ce phénomène de rotation est un phénomène très important pour la classification de galaxies, c'est le moment angulaire. Donc on va parler de J étoile, c'est-à-dire un moment angulaire total divisé par la masse, c'est le moment angulaire par unité de masse, c'est celui-ci qui est important, et qui est égal à la vitesse de rotation multipliée par le rayon auquel nous sommes. Et vous voyez que ici, si on le met en log, évidemment, la masse d'étoiles et ce moment angulaire par unité de masse, on voit qu'on peut classifier les galaxies uniquement par le moment angulaire. C'est-à-dire, lorsqu'elles tournent très vite, c'est une spirale, ce que vous voyez ici. Et puis, plus il y a de bulbes, donc SA, SB, SC, donc vous avez toute la classification. Et puis, lorsque nous sommes dans les elliptiques, on peut avoir un fast rotateur FE ici, puis un slow, ce qui est un rotateur rapide et lent, que l'on trouve ici. Donc les plus faibles rotateurs sont des galaxies elliptiques où voilà, l'énergie cinétique est là, mais c'est l'énergie désordonnée. Donc ce n'est pas l'énergie ordonnée, donc il ne tourne pas beaucoup. Alors pour les spirales, on sait qu'il y a une relation de Tully-Fisher qui a été observée empiriquement entre la masse et la vitesse à la puissance 4. Combiné avec la relation du viriel qui fait que les galaxies sont vraiment liées gravitationnellement, vous avez une relation entre V et la masse et le rayon, et finalement, vous en déduisez de ces deux relations qu'on s'attend à ce que J croisse comme M en gros 0,7, et c'est exactement la pente que l'on voit ici. Donc évidemment, la pente est bonne, mais ensuite, le degré de rotation par rapport au mouvement désordonnée est variable. Et c'est ce qu'on voit ici quand on représente toujours la même quantité, J par unité de masse et la masse des stellaires. Vous voyez que les elliptiques sont toujours en bas. Il y a un rapport 6, en gros, entre les spirales qui tournent le plus et les elliptiques ici. De même que si vous détaillez un tout petit peu les lenticulaires, les spirales avec plus ou moins de bulbes, on voit une bonne classification en quelque sorte. Donc uniquement le moment angulaire pourrait aussi classifier les galaxies et ça nous donne un aspect plus physique puisqu'on comprend pourquoi. Alors on s'attendait à ce que les elliptiques qui sont en général la fusion de deux spirales, tout le moment angulaire se retrouve au bord, mais en fait pas du tout. Sans doute que tout le moment angulaire va se retrouver dans l'espace intergalactique par les queues de marée qui ont pris tout le moment angulaire. Mais en tout cas, les parties externes des galaxies elliptiques n'ont pas gardé de moment angulaire. Alors, on peut aussi essayer de savoir par des simulations ou même par des considérations analytiques. Ici, on a changé un petit peu de paramètre lambda, mais c'est le même esprit, c'est-à-dire c'est le moment angulaire de rotation donc, qui est normalisé à la masse et à l'énergie, c'est juste pour avoir une quantité sans dimension.
Ce moment angulaire pour la matière noire, lorsque on regarde dans ce qui se passe au départ, hein, d'où vient ce moment angulaire, il vient des couples de torsion qui sont exprimés lorsque les structures se forment et que deux structures se font tourner l'un dans un sens et l'autre dans l'autre. En général, le moment angulaire total est nul, mais elle tourne dans les deux sens. Et lorsqu'on regarde la valeur lambda moyenne obtenue en la matière noire, c'est en gros 0,35. Donc c'est moyen, mais quand même une certaine moment angulaire. Donc vous voyez que dans ce diagramme, toujours J étoile et la masse en abscisse, voici ce qu'on démarre par exemple avec du gaz et de la matière noire au départ, avant que les galaxies se forment. Et si vous regardez que le gaz, c'est uniquement tous les baryons sont en gaz au départ, on sait qu'il y a 17% de matière en gaz, le reste c'est la matière noire. Et donc ce gaz aura exactement le même J star par unité de masse, donc on va se retrouver sur cette horizontale, mais par contre il y aura moins de masse puisqu'on a 17% seulement. Donc vous voyez, ce 17% c'est cette flèche-là. Donc on s'attend à ce que les baryons soient ici par rapport à la matière noire, en quelque sorte. Et si on forme des étoiles à partir du gaz, on sait qu'on a 10% de taux de formation d'étoiles. Donc à nouveau, on a 10% de moins, on va se retrouver décalé, toujours le même J par unité de masse, sur cette horizontale. Donc on s'attend à ce que les spirales qui forment des étoiles se retrouvent dans cette direction. Et puis les elliptiques, elles vont se retrouver, elles vont perdre sans doute une certaine fraction par fusion. Et on va voir quels sont les phénomènes qui peuvent être retrouvés. Alors, vous voyez sur ce diagramme-là, on peut repérer tous les phénomènes. Par exemple, s'il y a une supernovae, un feedback, une rétroaction des supernovae, on va perdre de la masse, donc on va se diriger plutôt vers la gauche, et on va perdre aussi du moment angulaire qui va être pris par la masse qui s'envole. Donc à chaque processus, on va avoir une certaine flèche dans ce diagramme. De même pour un effondrement et pour les fusions aussi. On a des fusions qui gardent à la fois la même masse et le même J, donc qui augmentent le J. On va en avoir alors ça dépend de ces fusions. Ici, vous avez un petit schéma, deux galaxies qui vont fusionner. Elles ont peut-être les moments angulaires qui sont alignés, donc on va gagner du moment, ou alors elles sont complètement opposées, donc on va en perdre, on va passer donc, soit dans un sens, soit dans l'autre. On va aussi gagner le moment angulaire orbital, qui va se retrouver en partie dans la fusion totale. Donc ici, on a un chemin pour des fusions majeures de rapport 1 ou des fusions mineures de rapport indice. Donc vous voyez le principe, je ne vais pas détailler plus loin, mais on peut, dans un diagramme comme ça, selon la position des galaxies, retrouver un peu la chronologie, ce qui s'est passé dans ces processus de formation. Donc finalement, le moment angulaire, c'est un élément essentiel dans la classification, et ça représente en quelque sorte le diagramme de Hubble, le diapason. Si on a en fonction de J, donc ceux qui ont plus de J, ce sont les spirales bleues sans bulbe, et puis progressivement, de plus en plus précoces, et puis les elliptiques qui sont au bout de la classification. Donc on peut reproduire avec un moment angulaire cette classification. Alors maintenant, on a vu que cette classification était toujours très utile, mais elle évolue beaucoup. Pourquoi ? Parce que lorsque les grands surveys sont arrivés, comme le Sloan il y a quelques années, on a tout de suite détecté 150 000 galaxies. On voit bien qu'on ne pouvait plus, les astronomes, regarder galaxie par galaxie. Autrefois, il y avait un atlas, l'atlas de Hubble, où il y avait des centaines de galaxies, c'était encore possible. Maintenant, on a aussi des millions de galaxies, donc c'est plus possible. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus automatique. Alors, automatique, c'est par exemple regarder la couleur. Ici, vous avez par exemple B-V, U-B, etc., une couleur, rouge vers le haut, bleu vers le bas, en quelque sorte, c'est le taux de formation d'étoiles. Donc, celles qui forment le plus d'étoiles sont vers le bleu, ici. Et puis, ici, vous pouvez prendre soit la magnitude, soit la luminosité, soit la masse, en quelque sorte, si vous avez un rapport masse sur luminosité. Donc, ici, c'est la masse. Et on voit que toutes les galaxies, donc on prend, chaque galaxie est un point, et la densité de tous ces points, on les met en courbe de niveau, ou en couleur ici. Donc, vous voyez que les galaxies ne remplissent pas tout le diagramme de façon uniforme, mais qu'on voit une séquence rouge qui est bien définie, on appelle la red sequence justement, et puis quelque chose un peu moins défini, donc un nuage bleu ou une séquence bleue. Et cette séquence bleue, elle est plutôt aux basses masses totales, masse d'étoiles, et les rouges, c'est les plus grosses. En gros,
ce n'est pas exactement biunivoque, mais vous avez les elliptiques qui forment plus d'étoiles, qui sont très rouges et très massives, et ici les spirales qui forment beaucoup d'étoiles, qui sont moins massives mais très bleues et qui forment encore pas mal d'étoiles jeunes. Alors la surprise, c'était de voir qu'il y a une bimodalité, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre les deux. Ça veut dire que si vous passez de l'un à l'autre dans l'évolution, le passage doit être rapide, sinon vous auriez une continuité. En fait, il n'y a pas vraiment de continuité. La masse limite ici, c'est 3 10 puissance 10 masse solaire. Alors, lorsque on n'a plus pu vraiment classer ces galaxies, on s'est adressé aux citoyens qui aiment bien participer aussi à la science. Donc, on a proposé des critères de classification et en disant, bon, s'il y a des bras spiraux, c'est une spirale, si elle est bleue, rouge, etc. Et donc, on a appelé ça le Galaxy Zoo, le zoo des galaxies. Et en effet, il y a eu 100 000 volontaires, surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais avec 500 000 classifications. Donc, ceci a permis de faire correspondre cette classification couleur-magnitude, la séquence rouge, la séquence bleue, avec l'autre classification de Hubble, qui est plus sur la morphologie. Et on voit bien qu'à l'œil, on arrive à bien distinguer une spirale vue par la tranche, vue. Alors aujourd'hui, tous ces critères sont rentrés dans la machine. Il y a le machine learning, l'intelligence artificielle a fait énormément de progrès. Et donc, lorsqu'on a 1 million de galaxies et qu'on a un petit exemplaire qui est déjà classé, il suffit de donner ça à la machine et en quelques heures, elle nous classifie ces galaxies de façon remarquable. Donc, ça fait énormément de progrès. Donc, cette classification de Hubble, qui est toujours bien utile, elle permet quand même de relier cela aux classifications automatiques, rouge, bleu, et puis aussi regarder le sens de l'évolution. On sait maintenant qu'on démarre des galaxies au début de l'univers, elles sont très gazeuses, forment beaucoup d'étoiles et n'ont pas encore formé de bulbe. Puis progressivement, le bulbe croît, par fusion aussi de petites satellites, et puis le gaz décroît et la morphologie devient sphéroïdale, etc. Alors il faut faire attention à la poussière qui rougit les couleurs et qui fait parfois des confusions. Alors cette fameuse vallée verte qui normalement est en transition, est-ce que ce serait les galaxies anémiques qu'on avait vues avec Vandenberg? Eh bien, on a essayé de voir d'où elles venaient. On a regardé les galaxies elliptiques précoces, on les a isolées, et on voit qu'il y en a assez peu dans cette vallée verte. Donc ça veut dire qu'on passe très très vite dans la séquence rouge. Par contre, les spirales, elles, qu'on peut classifier comme spirales, eh bien, il y en a beaucoup qui sont justement dans cette vallée verte. Donc cette vallée verte, ce sont des spirales qui progressivement perdent leur gaz, deviennent anémiques, mais restent quand même morphologie spirale, avant de perdre complètement leur morphologie, leurs bras spiraux et leur gaz, et arriver dans la séquence rouge. Donc, ça permet de regarder un petit peu cette évolution. Une autre façon de voir l'évolution aussi, de regarder en prenant uniquement les elliptiques, les spirales un petit peu précoces et puis tardives, regarder ce que ça donne, ces galaxies-là, dans le diagramme de couleur. Alors on voit très bien la bimodalité, on voit que les bleus et les rouges, alors les vertes sont au milieu, mais elles sont quand même bimodales, on voit les deux pics en couleur. Ici, en indice de Cercic, l'indice de Cercic, c'est la distribution de luminosité. Pour un disque, c'est un disque exponentiel, donc n égale 1, c'est le rapport R puissance 1 sur n, la distribution de lumière. Donc pour les disques, c'est plutôt 1, et on voit bien que le bleu et le vert est à peu près dans les disques, et puis les elliptiques, tout ce qui est bulbe, etc., c'est plutôt n égale 4, 5, et on voit bien que cet indice permet de séparer aussi les deux, la bimodalité, de même que la distribution surfacique d'étoiles, qui est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus massif et compact dans les galaxies elliptiques. On comprend aussi qu'aujourd'hui, les galaxies massives se sont formées très tôt, elles sont très vieilles, on a des galaxies, des étoiles très très vieilles, de milliards d'années. Curieusement, elles sont plus massives, ce qui paraît un petit peu paradoxal par rapport à la formation hiérarchique des galaxies, où on penserait qu'on forme les petites galaxies au début et les grosses aujourd'hui. Et en fait, on a formé toutes les étoiles dans les grosses autrefois, et les galaxies qui forment des étoiles aujourd'hui sont les petites.
Mais ce n'est pas incompatible avec ce qu'on connaît des simulations cosmologiques. La fusion des galaxies, c'est surtout la matière noire, qui, elle, vérifie exactement la hiérarchie. Alors, il y a aussi dans cette perte de capacité de former des étoiles un effet d'environnement. Comme on a vu, les galaxies qui sont anémiques, qui ont perdu leur gaz, elles sont dans les amas. Et donc ici, on le voit clairement avec ce diagramme. Ici, on a la densité surfacique de galaxies. Donc dans un amas, il y a énormément de galaxies. Donc on a ici une densité d'amas. Ici, c'est plutôt les galaxies de champ. Et on voit que la fraction de séquences rouges va croître énormément avec la densité de galaxies. Donc si on est dans un amas, on aura plus de galaxies rouges qui ont perdu leur gaz. Les couleurs ici, c'est plutôt la masse. Donc on voit que les grandes masses sont beaucoup plus en haut du diagramme. Et en effet, dans les amas de galaxies, on voit surtout des galaxies elliptiques massives, alors que dans le champ, c'est surtout des spirales. Ici, c'est un peu la même chose, mais on a ici la densité de la masse stellaire et la densité surfacique de galaxies est ici. Donc ça revient à inverser les deux grandeurs, masse et densité. Il y a aussi autre chose dont on s'est aperçu lorsqu'on a eu ces centaines de milliers et millions de galaxies, c'est que un des paramètres essentiels, c'est la densité surfacique d'étoiles, qui correspond à une évolution en fonction de la masse de la galaxie, ici la masse d'étoiles. Ce qu'on connaissait auparavant, c'est surtout les galaxies qu'on appelle à haute brillance de surface, ou high surface brightness, si vous voulez, haute brillance de surface. Et les faibles, on les voyait très peu, c'est plus difficile à voir, mais ce sont en général des naines. Vous voyez, la masse d'étoiles, c'est plutôt 10 puissance 9 ou moins. Et celle-ci, on a un plateau qui était déjà vu par la loi de Freeman en 1970. Freeman avait remarqué que toutes les galaxies spirales, leur disque au centre, avait la même brillance de surface, et c'était 21 magnitudes par seconde carrée. Donc cette loi de Freeman n'est vraie que pour ces galaxies massives. Les petites galaxies naines ne sont pas aussi brillantes en surface. Alors pourquoi ? Eh bien, alors vous voyez que la limite, c'est toujours 3 puissance 8 masse solaire par kiloparsec carré, ou 3 puissance 10 en masse totale. Pourquoi ? Parce que simplement, on a une rétroaction, un effet de feedback ou une rétroaction due à la formation d'étoiles elles-mêmes. Les supernovae peuvent engendrer des vents, faire échapper le gaz des galaxies avec une intensité qui correspond à 100 km par seconde. Donc si vous avez une petite galaxie dont le puits de potentiel est inférieur à 100 km par seconde, c'est-à-dire que la vitesse de rotation est de 50 ou 100 au plus, à ce moment-là, le gaz va s'échapper, donc vous n'arrivez pas à accumuler le gaz. De même pour les métaux, tous les métaux vont être éjectés par la supernovae, alors que pour une grosse galaxie qui fait 200 ou 300 km par seconde, cette grandeur-là est insuffisante pour échapper à la galaxie, donc le gaz va retomber par un effet de fontaine et la galaxie va garder ses étoiles, son gaz, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas c'est pas self-similaire. On a des supernovae qui ont la même valeur quelle que soit la galaxie, mais lorsqu'elles ont une valeur plus grande que la rotation de la galaxie, on arrive à échapper ce gaz. Donc ici, les questions clés que l'on se pose, donc on a vu qu'il y avait à grand redshift, est-ce qu'on va retrouver cette séquence de Hubble ? En fait, avec le Hubble Space Telescope, le HST, la grande surprise, c'est de voir que dès qu'on dépassait un redshift de 1, on avait énormément de galaxies fragmentées, irrégulières. On les appelle péculiares. Vous voyez un peu tous ces exemples sont des galaxies où il y a des grumeaux, des clumps, comme on dit, des grumeaux, et qui ne représentent pas du tout la séquence de Hubble, le diapason. Il n'y a pas de spirale, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Et par contre, ce sont des irrégulières, c'est-à-dire qu'elles sont en bout de formation. Et puis, on a aussi détecté des grosses galaxies elliptiques très tôt. C'est une surprise. On voudrait savoir quand se sont formées toutes les étoiles et quand la masse a été assemblée. Ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on pourrait très bien former des tas d'étoiles dans des petites galaxies qui ensuite fusionnent pour former des elliptiques. Mais les étoiles de l'elliptique n'ont pas été formées in situ, mais dans d'autres galaxies précédentes. Et on voudrait connaître évidemment les effets d'environnement, les rétroactions de noyaux actifs, etc. Alors auparavant, avant l'année 2022 où on a appris énormément avec le JWST, voici ce que l'on pensait avec seulement le HST
on pensait que les galaxies, après z égale 1, commençaient à avoir un disque seulement à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on appelle disque? Bon, ici on voit que on commence à avoir des disques et surtout qui tournent en fait. La vitesse de rotation, le critère c'est la vitesse de rotation sur la dispersion de vitesse. Pour une galaxie comme la Voie lactée, ça peut être 10 en fait pour les étoiles. Déjà, V sur sigma supérieur à 3 voudrait dire qu'on a un disque assez mince qui est dominé par la rotation et non pas par la dispersion de vitesse. Donc ceci est obtenu, on obtenait cela avec, bon, ça dépend de la masse, hein, pour les grandes masses, on avait déjà une grande partie en disque, mais pour les petites masses, c'était très récent. Donc le disque arrive très, très tard. Alors pour la majorité des étoiles, on a cette loi de formation d'étoiles cosmiques. On sait que ça commence assez lentement, puisqu'au départ, on a beaucoup de gaz, qui est très très instable et qui n'arrive pas à former toutes les étoiles qu'il voudrait. Et puis le pic arrive à peu près à 3 ou 4 milliards d'années après le Big Bang. Et puis à partir de ce pic, ça redescend énormément. Alors pourquoi ça redescend? On va le voir. On sait que les galaxies qui forment les étoiles sont dans une séquence qu'on appelle séquence principale. Dans le diagramme où on a le taux de formation d'étoiles en ordonnée et la masse des étoiles en abscisse, on a toute une séquence où toutes celles qui forment les galaxies bleues sont ici, et puis toutes les galaxies rouges sont passives en dessous, forment beaucoup moins d'étoiles pour la même masse stellaire, et puis les galaxies starburst, les flambées de formation d'étoiles qui sont au-dessus de la séquence principale. Alors quelle est la principale grandeur physique? Eh bien, lorsqu'on regarde un petit peu le gaz qu'il y a dans les galaxies, la principale grandeur, ce qu'on appelle mu, qui est le rapport du gaz moléculaire. Alors pourquoi moléculaire? C'est parce que le gaz atomique, on n'arrive pas à le mesurer à des redshifts aussi grands, on n'arrive à le mesurer que localement. Mais le gaz moléculaire sur la masse totale des étoiles, mais ce paramètre-là, mu, croît avec le redshift, même jusqu'à 1, dans toute cette partie-là. On a à peu près, cette pente-là est due en grande partie à la quantité de gaz qui croît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la Voie lactée, nous avons 5 à 10% de fraction de gaz, assez peu. Et puis, au départ, on tend vers 50 jusqu'à 90% à grand redshift. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de gaz qu'on a cette pente-là. Mais il y a aussi un tout petit peu qui est dû à l'efficacité de formation d'étoiles. Donc, non seulement pour la même masse de gaz, on a aussi un petit peu d'efficacité de formation d'étoiles. On voit aussi que si on appelle delta l'écart à la main sequence, à la séquence principale, donc si on est au-dessus, eh bien, on a beaucoup plus de gaz. C'est ce qui explique la flambée de formation d'étoiles. Et si on est au-dessous, on a moins de gaz. Donc, on tombe dans les galaxies passives. Donc, ça, c'est assez logique. Le plus grand facteur, c'est la masse de gaz. Alors, on s'aperçoit aussi que ici, on regarde localement, donc z égale 0, on regarde à z égale 1, 1,5, 2, et on s'aperçoit, alors les couleurs ici sont le taux de formation d'étoiles par unité de masse. Donc celles qui ne forment pas d'étoiles, c'est toujours les rouges, celles qui forment d'étoiles, les bleus, et on voit ici le rayon effectif de la galaxie, en fonction de la masse stellaire, et on s'aperçoit que même à z égale 2, on a toujours ces rouges qui sont passives. Ça, c'est une surprise. On pensait qu'on n'en aurait qu'aujourd'hui, mais que malgré tout, on a des galaxies elliptiques passives qui ont stoppé la formation d'étoiles jusqu'à z égale 2. Z égale 2, c'est 3 milliards d'années après le Big Bang quand même. On arrive à arrêter la formation d'étoiles aussitôt. Donc on voit des tas de galaxies rouges, donc qui n'ont plus de formation d'étoiles très tôt, et on voit aussi le sigma. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que toute cette partie-là est vide, alors qu'elle était pleine ici, c'est-à-dire que les galaxies étaient compactes, à une masse de 10 puissance 11, on avait des galaxies à faible rayon, donc des galaxies compactes. Et puis, ces galaxies, elles sont bien devenues celles-ci. Alors pourquoi? Ça, c'est une question, on s'est beaucoup posé la question. Pourquoi des galaxies compactes autrefois, sans former trop d'étoiles, puisqu'elles sont déjà rouges et elles sont restées rouges? Eh bien, elles se sont étendues en rayon. On pense qu'elles ont sans doute accrété quelques petits satellites qui ont une masse à peu près négligeable, donc elles restent dans le même domaine de masse. Par contre, elles ont été chauffées par la création de ces satellites et ont étendu leur masse, donc on n'a pas de galaxies compactes rouges ici. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que
les étoiles au départ, à grand redshift, ici z égale 4, étaient essentiellement faites dans les galaxies bleues. Bon, c'est logique, ce sont les galaxies qui forment des étoiles. Et puis peu à peu, les galaxies passives accumulent ces étoiles. Et évidemment, les bleus deviennent rouges. Et on voit que c'est à peu près à la moitié de l'âge de l'univers qu'on égalise les deux. Et qu'aujourd'hui, la plupart des étoiles sont dans les galaxies passives. Donc on a en effet, ça correspond à la chute de la formation d'étoiles que l'on voit en fonction du temps. Alors pourquoi? Simplement parce que les galaxies commencent à être épuisées leur gaz par formation d'étoiles. Elles sont bien encore nourries par les filaments, mais à cause de l'expansion de l'univers, les filaments sont de plus en plus ténus et vous avez moins d'alimentation pour former des étoiles. Pour l'assemblage de masse, c'est une question qu'on se posait aussi, voici un travail qui permet de savoir avec toutes les galaxies et puis celles qui sont passives ou celles qui forment des étoiles. Alors celles qui dominent aujourd'hui c'est le bleu, hein, vous avez une gamme de redshift en couleur, donc les locales bas redshift sont en bleu, puis là vous avez les hauts redshift. On voit que celles qui dominent aujourd'hui c'est les petites bleues qui forment des étoiles. En nombre, ça ne veut pas dire en masse. En masse, ce sont plutôt les rouges, on a vu, où toutes les galaxies, les étoiles étaient dans les rouges. Par contre, ici, à petite masse, les passives sont très peu dominantes. Elles sont dominées par les petites galaxies naines qui forment des étoiles. Alors, on a vu que la séquence de Hubble, hein, auquel on était intéressé, le diapason avec les galaxies barrées, etc., était très formé à z égale 0, et avec le HST, on avait l'impression que toutes les galaxies étaient irrégulières. Eh bien, c'est ce schéma qui va maintenant changer. Hein. Les galaxies spirales dominent maintenant. Lorsque vous voyez une image avec le HST, la même galaxie, pourquoi on voyait que des petits grumeaux? Mais simplement parce que, à cause du redshift, du décalage vers le rouge, le HST terminait à 1 micron de longueur d'onde. Et donc, ce qu'on voyait à 1 micron, c'était l'UV, l'ultraviolet, l'optique et l'ultraviolet, qui se retrouvaient, en fait, qu'est-ce qui rayonne en optique et ultraviolet? C'est les étoiles jeunes qui forment des étoiles. Donc, on avait des amas d'étoiles jeunes, et on ne voyait pas du tout les étoiles vieilles qui sont rouges, et que l'on voit maintenant avec le James Webb, puisqu'on va jusqu'à 4 microns, on a beaucoup plus dans le rouge, et donc on voit toutes les vieilles étoiles qui forment l'essentiel de la masse, et finalement on voit qu'il s'agit d'une galaxie spirale qui est assez prononcée. Donc finalement, jusqu'à z égale 6, on voit des galaxies spirales qu'on ne voyait pas avant avec le Hubble, pour les mêmes galaxies. Et on voit ici que dans les simulations numériques, c'était ce qu'on prédisait, donc ce n'est pas une totale surprise, bien qu'on soit un tout petit peu plus surpris qu'on en ait 10 fois plus de disques autrefois qu'on voyait avec le HST, mais on savait que dans les simulations numériques, par exemple, en fonction du temps, ici vous avez le temps local, au début on avait, surtout pour les grandes masses, beaucoup de disques, la fraction de disques était assez grande, et total, en fonction de la masse, vous voyez, ça descend, hein, bien sûr, donc c'est pour les grandes masses, on avait déjà des disques qui dominaient à grand redshift, z égale 6, et c'est en effet ce que l'on voit aujourd'hui. Alors encore des exemples, vous voyez un petit peu les bandes du HST, et là il y a 3 galaxies hein, qui sont vues ici avec les bandes du HST, on voyait qu'il y avait des grumeaux, on n'arrivait pas à se reproduire, à se représenter la forme de la galaxie, et puis lorsque vous voyez les bandes du JWST, vous voyez qu'on a une galaxie spirale barrée avec des étoiles vieilles qui sont très lisses. Et ici, des étoiles. Ici, on a une galaxie spirale, mais qui est vue par la tranche, qu'on n'arrivait pas à deviner ici. Donc, avec les 4000 galaxies qu'ont fait le programme de Ferreira et al., on a pu voir qu'il y avait 10 fois plus de disques que ce qu'on voyait autrefois. Et en plus, il y a des barres. Alors là, c'est un débat qui a eu lieu pendant un certain temps. Avec le HST, on avait le nombre de barres en fonction de galaxies barrées en fonction du redshift. Et on voit que ça tombait à 0 pratiquement, avec une barre d'erreur assez importante. Mais à z égale 1, donc à peu près la moitié de l'âge de l'univers, on n'avait plus que très peu de barres. On n'avait que les galaxies massives qui formaient des barres. Alors que les simulations numériques prédisaient en effet un taux de barres qui pouvait aller jusqu'à z égale 4 ou 6, surtout pour les galaxies massives, alors que le HST prévoyait une chute totale. Donc finalement, ça, on a commencé à comprendre que, on le voyait ici, que même pour z égale 2.1,
ce qu'on voyait avec le HST et ce qu'on voit maintenant avec... on voit très bien qu'il y avait des grumeaux, si vous voulez, qui étaient les zones de formation d'étoiles dans les bras spiraux, alors que là, on ne les voit pas du tout avec les vieilles étoiles. Donc, toutes ces longueurs d'onde, 4 microns, sont essentiellement très précieuses pour nous donner l'allure des vieilles étoiles. Alors ici, si on raffine un petit peu, on peut avoir, alors dans l'univers local, on a à peu près 2/3 de galaxies qui sont barrées. Il y en a 1/3 qui est des barres un petit peu intermédiaires et des barres fortes, il y en a 1/3. Donc ici, si on prend les galaxies barrées avec une force intermédiaire, on est assez à 2/3 aussi, un petit peu comme dans l'univers local. Et puis les barres fortes, c'est 1/3. Bon, on retrouve exactement ce que l'on a à z égale 0 dans les simulations ici, hein, c'est l'Illustris de TNG50. On a la force de la barre et on a surtout la longueur de la barre. À grand redshift, ici, on a des barres très petites. Donc c'est même avec le James Webb, il se pourrait qu'on n'ait pas assez de résolution pour voir ces petites barres. Ce qu'on voit d'ailleurs dans les simulations numériques de B. Schlossman et al. Ils ont travaillé en faisant varier la physique des baryons, notamment la rétroaction des supernovae. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Le vent stellaire dû à la rétroaction des supernovae, ça peut être constant ou ça peut être variable, juste intermittent. Alors, évidemment, si vous avez ici ce côté où beaucoup de feedback, tout le gaz va s'en aller et vous n'avez pas beaucoup de gaz autour dans les disques. Ici, vous en avez beaucoup plus. Hein. Le gaz est bleu, ça forme des étoiles très chaudes et bleues. Ici, vous avez l'état final de la simulation à z égale 6, 4 et 2. On voit bien la formation de barres et surtout de petites barres qu'il est possible que l'on ne voit même pas avec le HST ni avec le JWST. Et puis on a aussi l'âge des étoiles dans les simulations, ce qui est intéressant, puisque ici l'âge donc est rouge lorsqu'on a des étoiles très vieilles et puis bleu des étoiles très jeunes. Vous voyez que par la tranche on voit un halo. Donc les étoiles se forment d'abord dans une galaxie qui est 90% de gaz, qui est assez informe et qui a une forme de disque épais ou de halo. Et puis ensuite, le gaz se met à l'équilibre dans un disque assez mince. Et vous voyez que c'est dans le disque mince que les étoiles les plus jeunes en bleu se forment et on a des galaxies spirales, barrées, etc. Et de même, en faisant varier le feedback, donc on a toujours dans la physique des baryons une incertitude sur l'efficacité de ce feedback. On voit qu'entre z égale 4 et z égale 2, on a un stationnement de la croissance du nombre d'étoiles. On voit que le nombre d'étoiles va être maximum entre z égale 2 et 4, ce qui est en effet la réalité. Alors intéressant aussi, ce qu'on a vu par le JWST, c'est le disque de galaxie derrière les quasars. Alors ici, vous avez un quasar. Le quasar, quand il est très puissant, il peut être beaucoup plus lumineux que toute la galaxie réunie. Donc vous avez parfois 1000 fois plus de luminosité dans le quasar. Et donc vous êtes ébloui. Donc il faut avoir une réponse à une source ponctuelle très très stable, facile à modéliser, à soustraire. Donc vous voyez, vous soustrayez le quasar. Vous avez l'hexagone là, qui est la réponse du James Webb parce qu'il a évidemment cette forme-là. Et puis, lorsque vous avez soustrait la source ponctuelle, vous voyez qu'il y a un disque, donc un disque qui peut être spiral, on va le voir ici aussi. Ici, c'est 3,4, 2,3, donc on arrive à montrer que les quasars à ces redshifts-là ont aussi des disques très intéressants. Alors, par exemple, celui qui a 1,65, voici ce qu'on était arrivé à faire avec le HST pour la même galaxie. On a soustrait le quasar et on voit quelque chose de grumeleux, d'assez régulier. Et par contre, avec le filtre du James Webb, on voit une spirale barrée qui est très nette, alors qu'ici, vous voyez que c'était très grumeleux. Donc ici, on peut remarquer chaque point bleu est une galaxie. Hein, la couleur, c'est l'indice de Cercic. Donc pour les disques, c'est bleu, et pour les bulbes, c'est rouge. On voit bien qu'il y a tout un tas de galaxies. Alors c'est un diagramme qui montre la taille effective de la galaxie en fonction de la masse des étoiles. Et on sait que les galaxies passives, les rouges, sont plus compactes. Donc pour la même masse, vous avez un rayon effectif plus petit. Et ce rayon varie beaucoup plus vite avec la masse que pour les galaxies bleues. Et les quasars sont des disques qui sont bleus ici. Ça, c'est très intéressant.
On le voyait déjà. Alors, il y a toute une surprise qui a été aussi amenée avec le JWST, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de spirales rouges, des spirales passives. Donc ce sont les spirales qui sont entre les deux, dans la vallée verte en quelque sorte. À Z égale 3, vous avez ce genre de galaxie qu'on avait détecté auparavant, mais il y avait une tache rouge. On ne savait pas du tout la morphologie. Ici, on s'aperçoit que c'est une spirale qui avait des compagnons, qui a un groupe. On en avait détecté quelques-unes en poussière, en gaz moléculaire, avec ALMA. Donc on savait qu'elle formait des étoiles quand même, mais pas autant qu'une galaxie spirale bleue. Et puis on voit ici que le gaz moléculaire et la poussière s'arrêtent beaucoup plus tôt que le disque optique. Donc ça c'est très intéressant de voir ce genre de galaxie rouge. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plein. Alors on peut comparer avec ce qui se passe localement, Z égale 0. Ici vous avez sur 55 000 galaxies, ces galaxies anémiques, spirales rouges, sont assez rares. Vous voyez qu'il y en a 1000 sur 55 000. Donc c'est quand même quelques pourcents. Donc ici vous avez les galaxies ordinaires, vous voyez les disques bleus qui sont dus aux étoiles bleues et aux étoiles jeunes, et ici quelque chose de complètement jaune ou rouge, sans grumeaux, qui sont les amas d'étoiles. Ici vous avez quelque chose de lisse. Donc on les connaît, on sait qu'elles sont rares à Z égale 0, et puis et qu'elles sont sans doute anémiques, dues aux amas de galaxies. Alors comment on le sait? Ici vous avez le taux de formation d'étoiles et la masse stellaire, donc la séquence principale. Toutes ces galaxies spirales rouges sont ici, en dessous de la séquence principale. Elles forment beaucoup moins d'étoiles pour la même masse. Et surtout, elles sont dans les amas et elles sont... Alors ici, c'est un diagramme qui vous donne la vitesse des galaxies dans l'amas en fonction de la distance au centre de l'amas. Donc vous avez une zone ici en pointillé qui vous donne la vitesse d'échappement. Donc vous avez un puits de potentiel qui est assez grand. Donc ici, vous avez une dispersion de vitesse qui correspond à l'amas. Et puis, lorsque vous éloignez, la vitesse d'échappement décroît. Donc ici, vous avez des spirales en bleu. Et toutes ces spirales qui sont anémiques sont au milieu. Elles ne sont pas encore au centre de l'amas où elles seraient complètement rouges et devenues elliptiques ou lenticulaires. Elles sont au milieu, donc elles sont en train d'être anémiées par interaction et balayage de leur gaz par l'amas. Donc ce que l'on voit avec le James Webb, vous voyez que ces objets, on les avait déjà détectés avec un satellite infrarouge qui s'appelait Spitzer, mais qui n'avait pas beaucoup de résolution, mais il avait au moins le bon filtre. Donc on voyait à 3,6 microns, à 4 microns, et puis avec le James Webb, on s'aperçoit qu'il s'agit de spirales rouges, donc de spirales qui forment très peu d'étoiles. On en voit aussi ici quelques-unes. Vous voyez, on l'avait bien détecté, l'objet, mais comme un point. Et puis ici, on a la morphologie de ces spirales rouges qui, quand on l'interprète, alors il faut faire attention, il y a certaines qu'on a bien interprétées avec un template de galaxies rouges, qui est la ligne rouge ici. Les points de données sont en bleu, mais il y a certaines, évidemment, sont un peu délicates à interpréter. Vous avez le choix entre une flambée de formation d'étoiles, donc ça c'est le template en rouge avec des raies d'émission qui sont dues aux étoiles jeunes, et puis qui sont tellement poussiéreuses qu'elles sont rouges, et vous ne voyez pas les raies, et puis une galaxie passive en gris. Et vous voyez que finalement, les deux, pour certains redshifts, si vous adaptez le redshift, sont un petit peu dégénérés. Donc vous avez une confusion, mais statistiquement, vous pouvez distinguer entre les deux choix. Alors avant le James Webb, vous avez aussi ALMA pour trouver ces galaxies un peu rouges. Vous avez aussi un quasar qui était observé à Z égale 4,41, donc assez loin. Et vous voyez qu'il y a sous le quasar, en effet, une galaxie spirale avec une rotation. Vous avez les vitesses ici de récession en rouge et bleu, une belle rotation, une belle spirale. Et vous aviez aussi certaines fractions de spirales. En fonction du redshift, on voit comment ces spirales commencent à croître en fonction du temps, et surtout les spirales rouges, plus rares, mais croissent aussi avec le temps. Alors, on voit qu'il se forme des spirales, et donc la séquence de Hubble est là dès Z égale 6. Comment se forment-elles? Est-ce qu'on peut les former aussitôt, c'est-à-dire en moins d'1 milliard d'années, en quelques centaines de millions d'années? Eh bien, certainement. Alors, on sait que localement, ces spirales sont des ondes de densité qui sont formées ici par les vieilles étoiles, et le gaz qui rentre dans ces bras spiraux est choqué et forme des étoiles. Ce qu'on voit dans 1651, par exemple, sont toutes les
zones de formation d'étoiles qui sont roses parce qu'elles émettent en H-alpha, le gaz ionisé par les étoiles jeunes. Et est-ce qu'on peut former ça à grand redshift? Oui, puisque le temps dynamique, il faut bien se rendre compte que les galaxies à grand redshift sont beaucoup plus denses. Pour être formées, pour former une structure, il faut avoir une densité plus grande que la densité moyenne de l'univers, qui, elle, avec l'expansion, croît comme 1 plus z au cube. 1 plus z, c'est le taux d'expansion. Donc, si vous commencez à former une galaxie à z égale 20, le rapport 1 plus z 20 au cube va vous donner un facteur de 9000. Donc, les galaxies peuvent être 9000 fois plus denses. Et comme le temps dynamique est en 1 sur la densité, en 1 sur la racine carrée de la densité, vous pouvez avoir un temps dynamique. Un temps dynamique, c'est le temps de rotation autour de la galaxie. Donc, pour former une onde de spirale, il faut au moins quelques temps dynamiques, c'est-à-dire quelques rotations, et ça va 100 fois plus vite. Donc, il est possible, avec des ordres de grandeur, de voir pourquoi on arrive à former peut-être des ondes de densité très rapidement, en tout cas lorsqu'on a une galaxie assez massive qui forme un disque mince, etc. À ce moment-là, on peut travailler sur la stabilité des disques, qui est due au critère de Toomre, qu'on connaît bien. Si la dispersion de vitesse des étoiles ou du gaz est plus faible qu'une certaine valeur critique, à ce moment-là, on sait qu'il va se former des étoiles, mais aussi instabilité de spirales, de barres, etc. Alors, la masse limite, on sait qu'il y a une masse limite pour former des disques minces et des spirales. On le sait de façon empirique. Ici, on reprend le survey de l'Atlas 3D qui avait regardé les galaxies de type précoce, les elliptiques en rouge ici. Ici, vous avez le rayon et la masse des étoiles. Les elliptiques sont beaucoup plus compactes, elles ont plus petits rayons pour la même masse, donc ici on a les spirales, et on a remarqué qu'en dessous de quelques 10 puissance 9 masse solaire, les naines ne sont pas aussi développées, ne forment pas un disque aussi mince et ont des difficultés à former des spirales. On a bien vu que tout à l'heure que c'était dû au fait qu'il y a le puits de potentiel n'est plus assez profond, et donc les supernovae peuvent très bien épaissir le disque avec leur énergie qui est comparable à l'énergie cinétique de la matière dans les petites naines, alors que dans des grosses galaxies, l'énergie des supernovae n'est pas suffisante pour détruire ce disque. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les naines, la forme des naines à z égale 0, les naines donc inférieures à 10 puissance 9 masse solaire, eh bien, si on arrive à former un disque relativement mince au centre, eh bien, les bords ne sont pas du tout minces. On a un rapport d'axe qui est très très grand en fonction de la masse et du rayon. Et donc le feedback des supernovae épaississent les disques et on n'arrive pas à former de spirales et puis de forme en fait de forme de disque mince pour les naines. Alors il y a aussi le problème que à l'aube cosmique, lorsqu'on a une rayonisation, les naines sont les premières à être complètement rayonisées et parfois on n'arrive même plus à les former. Alors certains ont essayé de montrer à partir de quelle masse on arrivait à former des spirales dans les naines. On y arrive, mais il faut qu'on soit à la limite de la vitesse de rotation de 50 à 100 km par seconde. À ce moment-là, on le voit dans les exemples de photos, donc de vraies observations, et puis dans les simulations numériques, certains ont fait le calcul en partant de disques qui étaient assez instables en fonction de barres, et on voit qu'il se forment des spirales et des barres en fonction de la fraction de gaz, évidemment, ça joue beaucoup puisque le gaz est beaucoup plus instable que les étoiles, et puis en fonction de la masse. Donc voici des exemples de masse de spirales vues dans les naines. Alors voici le résultat final, c'est que ça dépend beaucoup de l'épaisseur du disque, donc c'est 0 en fonction du rayon de la naine, et puis la fraction de gaz. Donc ici on a le symbole proportionnel à l'intensité de la spirale formée dans les simulations. On voit que pour des grandes parties, des grandes fractions de gaz, on arrive à former ces spirales. Par contre, lorsque le disque est trop épais, on n'y arrive pas. Donc on comprend un peu pourquoi les naines ne sont pas morphologiquement équivalentes aux spirales. Dans la simulation cosmologique, c'est un petit peu pareil, on n'arrive pas à stabiliser les petits disques. Alors là, c'est pour des raisons un peu différentes. Cette simulation qui forme un disque, on voit qu'elle est sans cesse alimentée par des vagues de gaz qui arrivent des filaments cosmiques. Et si la galaxie est trop petite, on voit que le filament cosmique arrive avec un moment angulaire différent,
va réorienter le disque et va complètement le désorienter en fait. Et donc ici on a un diagramme qui vous montre en fonction du redshift l'angle θ. Alors en rouge c'est les θ qui sont supérieurs à 90 degrés et on voit qu'à chaque fois qu'il arrive une vague d'accrétion de gaz qui vient du filament, la galaxie tourne complètement. Elle est réorientée par la grande quantité de gaz. Par contre, si la galaxie est déjà très massive, les petites vagues de gaz qui arrivent n'arriveront pas à la désorienter. Donc là, il y a aussi, de façon cosmologique, une masse limite pour former des spirales et puis des barres. Et alors ici, voici une simulation de galaxies primordiales. Évidemment, ça dépend beaucoup, je n'ai pas le temps de distinguer tout cela, mais les phénomènes de feedback qui sont explorés ici. Ici, vous avez en vert les étoiles, et face-on, enfin de face et vu par la tranche, le gaz. Et curieusement, on arrive assez difficilement à former des barres dans les galaxies, dans les simulations cosmologiques, parce que peut-être il y a beaucoup de matière noire qui se concentre au centre et qui stabilise les disques. Alors, ce que va peut-être nous montrer Frédéric Bourneau, qui est notre conférencier tout à l'heure, c'est que la stabilité des galaxies à grumeaux dépend beaucoup de la fraction de gaz que vous avez. Alors, par exemple, 25% de gaz ou 50%. Alors, s'il y a beaucoup de gaz, les grumeaux prennent le dessus, ils sont très stables, alors que si vous n'avez que 25%, ils n'ont pas assez de masse de viriel pour être très stables. Ils sont détruits par les rétroactions, etc. Et donc, vous arrivez à former des spirales avec une fraction de gaz qui est relativement modeste. D'autres simulations, comme celle de Vincenzo, vous montrent une structure spirale qui se forme dans un contexte cosmologique avec les accrétions de gaz et de matière noire des filaments. Et on s'aperçoit qu'en effet, on peut former très tôt une galaxie spirale avec une barre, avec une vitesse angulaire qui est constante du centre-bord, c'est-à-dire que c'est vraiment une onde de densité, alors que la vitesse des étoiles décroît du centre-bord. Donc on a bien une onde de densité spirale barrée, dont la fréquence angulaire croît avec le temps, parce que la masse croît avec le temps, hein, elle est toujours alimentée ici. Et ce qu'on voit aussi dans les simulations de TNG100, Illustris TNG100, des galaxies barrées avec une taille de barre qui augmente avec le temps et aussi une force de barre. Ce qu'il constate, c'est que les galaxies barrées assemblent leur masse beaucoup plus vite. Alors, ceci est dû au fait que la barre crée un couple sur le gaz qui va descendre au centre et on va former beaucoup plus d'étoiles. Et donc, on va pouvoir former les galaxies barrées plus tôt. Ce qui, dans le TNG 50 et dans le TNG 100, donne à peu près un bon accord entre le nombre de barres qu'il y a en fonction de la masse. Vous voyez que c'est les galaxies relativement massives, 10 et 11, qui forment le plus de barres. Alors ici, c'est les barres fortes, les barres intermédiaires, etc. Et puis, finalement, les barres sont variables en fonction du temps. Ici, on le voit très bien dans cette simulation. En fonction du temps, vous avez la masse qui est dans la barre. Vous voyez qu'elle monte et descend. Ici, elle monte et descend. Donc, il y a une galaxie qui est barrée un certain temps, dont la barre faiblit, et puis qui redevient plus ou moins barrée. Alors ça, on l'explique parce que la barre est une onde, en fait, qui a un moment angulaire négatif. Lorsqu'elle accrète du gaz, elle prend le moment angulaire du gaz, et donc elle va perdre son moment négatif, donc elle va s'affaiblir. Et puis peu à peu, il va y avoir d'autres gaz qui vont être accrétés par les filaments, et on va reformer une barre. Donc on peut avoir une barre en alternance, hein, c'est ce qu'on avait vu avec Frédéric Bourneau ici. Vous voyez que la force de la barre croît et puis décroît. Il peut y avoir dans un temps de Hubble de 2 ou 3 barres, et on le voit ici, une barre qui est bien formée, qui se détruit progressivement, donc elle s'autodétruit en quelque sorte, puisque c'est elle qui fait tomber le gaz et accrète le gaz qui lui donne son moment angulaire et qui la détruit, et puis on peut la reformer. Donc finalement, en sachant un petit peu l'évolution de toutes ces barres, on peut revenir sur la séquence de Hubble, puisque on sait que l'évolution, elle est certainement globalement de la droite vers la gauche, puisqu'on part de galaxies très, très gazeuses qui forment beaucoup d'étoiles, qui forment progressivement un bulbe plus gros et puis ensuite des elliptiques.
Mais il y a aussi des allers-retours selon cette séquence, puisqu'il y a des barres qui deviennent non barrées, puis des non barrés qui redeviennent barrés. Et puis, évidemment, ici, on n'a pas inscrit la masse. La masse n'est pas une croissance régulière. On peut passer d'ici à ici, sur cette branche, et on peut avoir certains allers-retours avant de inexorablement aller vers les bulbes plus gros, les lenticulaires qui sont passives et qui n'ont plus de gaz, et puis par fusion de galaxies, les elliptiques. Donc je terminerai par ce résumé. En fait, on a appris beaucoup ces dernières années. D'abord, la séquence de Hubble arrive très tôt, z égale 6, c'est-à-dire à peu près 1 milliard d'années après le Big Bang, au moins. Et puis, évidemment, la séquence plus automatique est très utile aussi, les couleurs, les galaxies rouges et bleues, puisque lorsqu'on veut classifier des millions de galaxies, on a besoin de ça. On sait aussi que l'évolution des galaxies massives est beaucoup plus rapide. On a une séquence de Hubble à z égale 6. On ne comprend pas très bien pourquoi toutes ces galaxies, très tôt, stoppent leur formation d'étoiles. Est-ce que c'est l'environnement seulement ou un autre facteur? Peut-être la formation d'un gros bulbe, les spirales rouges qui sont dans les amas, donc ici c'est l'environnement qui compte. Et puis, selon la simulation numérique, on sait qu'on doit attendre des barres jusqu'à z égale 6. Donc on comprend un peu plus la dynamique de la formation des spirales, des barres et de la fusion des sphéroïdes très tôt dans l'univers. Donc je vous remercie.